que j'ai essayé de faire, c'est de m'inscrire par rapport à cette logique de régionalisation avancée et de voir quel serait le chemin à parcourir pour que l'emploi, ait toute sa place dans cette réforme en cours au Maroc, c'est-à-dire que l'emploi ne soit pas la variable d'ajustement des autres politiques sectorielles, que l'emploi ne soit pas la conséquence des autres politiques menées au niveau régional, mais qu'il contribue aussi à la définition des objectifs et non pas seulement des résultats de ce qu'on veut faire dans chacun des territoires de ce pays. Donc, je commence par rappeler très vite ce qu'a dit Seazou sur les enjeux. Je vais encore très vite sur les dispositifs hérités des années 80 et 90 en matière de territorialisation, mais en fait c'est la déconcentration. Je rappellerai très vite aussi la typologie des interventions que nous avons pour présenter quelques recommandations qui sont des recommandations sur comment progresser, comment intégrer l'emploi dans ce processus de régionalisation avancée. Donc, pour nous, comme on a dit tout à l'heure, les enjeux pour la politique de l'emploi qui sortent du diagnostic que nous avons fait sont au niveau de 4. Les premières, c'est au niveau national, c'est accélérer le processus d'unification et de formalisation en cours. On a vu qu'il y a des initiatives dans ce sens. Le deuxième, c'est répondre à la demande de compétitivité des métropoles, qui implique très fortement la question des migrations, les migrations internationales et les migrations intra, comme on a dit, et qui interpellent les politiques d'emploi. Le troisième enjeu, c'est exploiter le potentiel de création des emplois de proximité. Je rejoins l'intervention de la dame du BIT sur l'importance des emplois verts. Maria Prieto, merci Saad. Et sur toutes les interventions qui ont porté sur l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous devons prendre en charge cette énorme transformation du monde agricole. Le monde agricole est un monde aujourd'hui dont la productivité augmente, dont la mobilité s'accroît et qu'il faut accompagner avec un statut du travailleur agricole qui ne peut pas être collé au Code du travail, très clairement, et la nécessité d'accompagner le développement rural parce que ces gens-là ne peuvent pas tous aller en ville. Donc ça, c'est les questions qui sont posées en termes territoriaux à la politique d'emploi qu'elle doit prendre en compte, à notre avis. Pour prendre en compte tout ça, quels sont les dispositifs existants ? Nous avons des organes déconcentrés que j'ai appelés aveugles. Je vais dire pourquoi. Nous avons des organes décentralisés qui sont sous tutelle pour la plupart. Les organes déconcentrés, je les appelle aveugles parce qu'ils ne regardent pas les spécificités du territoire. En général, les politiques d'éducation, les politiques de santé, les politiques d'équipement public, les politiques ont des références et des normes qui ne prennent pas en compte les caractéristiques du territoire. C'est tant d'écoles pour tant d'habitants, tant de dispensaires pour tant d'habitants, tant de kilomètres de route pour tant d'habitants, etc. C'est des politiques aveugles qui sont nécessaires. On ne peut équiper un territoire qu'avec des politiques aveugles dans un premier temps. Et c'est dans un deuxième temps qu'on prend en compte je ne les critique pas. Hein. Je dis il fallait qu'ils soient aveugles au début pour garantir une égalité d'accès des citoyens. Mais aujourd'hui, on les a pratiquement toutes épuisées, ces politiques aveugles, qui ont été menées par les ministères. Après, on a des organes consultatifs. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Saad. Ils sont pratiquement, en matière de formation professionnelle, très peu actifs. Les organes consultatifs au niveau provincial, au niveau régional et au niveau des commissions locales et provinciales, eux aussi très peu actifs. Donc les organes consultatifs qui ne remplissent pas leurs fonctions, qui ne se réunissent même pas. Et nous avons les établissements publics qui eux aussi sont déconcentrés, qui mènent un certain nombre d'actions. Donc ça c'est le dispositif existant. De l'autre côté, nous avons des organes décentralisés sous tutelle pour la plupart,
jusqu'à présent. Sous tutelle, c'est-à-dire que, en réalité, elles ont très peu d'autonomie en matière de gestion et en matière de collecte et de financement, que ce soit les conseils régionaux, provinciaux, les conseils communaux ruraux. Dans les municipalités, c'est moins vrai. Il y a une autonomie, mais pour la plupart des collectivités locales, on est encore dans des niveaux de capacité d'intervention qui sont faibles. Donc, de facto, l'emploi est revenu aux autorités locales. C'est devenu une compétence des autorités locales. Lorsqu'il y a un problème de licenciement, lorsqu'il y a un problème dans des quartiers, lorsqu'il y a un problème dans le monde rural parce qu'il y a une sécheresse, etc., le coordonnateur de facto à l'échelle locale, c'était les autorités. L'autre caractéristique de ce qui existe aujourd'hui au Maroc, en matière de dispositifs, d'adaptation aux conditions de terrain, c'est ce qu'on a fait dans le partenariat sectoriel. Souvent, on fait du sectoriel, du partenariat sectoriel, par exemple pour la formation professionnelle, mais ça a un impact territorial. Ça n'a pas le nom de territorial, mais en réalité, ça a un impact territorial. On va faire de la formation pour l'automobile à Tanger, pour l'aéronautique, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que le dispositif existant qu'on a, que ce soit le dispositif déconcentré, décentralisé ou sectoriel, est un dispositif qui ne met pas le territoire au cœur de ses préoccupations, mais qui considère le territoire uniquement comme un espace dans lequel on agit. Or, c'est pas ça ce qu'on attend d'une politique d'emploi territorialisée. Ce qu'on attend d'une politique d'emploi territorialisée, c'est qu'elle mobilise le territoire comme facteur de production immatérielle, pour reprendre une expression à la mode, qui est en fait une idée qui est une idée des économistes de la fin du 19e. Marshall a été le premier à dire que dans un territoire, il y avait une atmosphère industrielle. Cette atmosphère, elle ne se mesure pas, mais elle existe. Les gens parlent d'un métier, ils échangent des connaissances, ils parlent d'innovation, et c'est cette atmosphère industrielle qui est source de productivité et de compétitivité que les politiques doivent capter. Donc, les dispositifs qu'on a ne permettent pas de capter ce potentiel des territoires en matière de mobilisation des ressources immatérielles. Et c'est pour ça qu'il faut penser à quelque chose qui s'insère dans la nouvelle politique. Donc, quelle est cette nouvelle politique? C'est pas que cette nouvelle politique, cette nouvel itinéraire pour territorialiser les politiques publiques en matière d'emploi. À mon avis, il faut qu'il commence par bien comprendre que le contexte stratégique a changé. Donc, on a trois principaux axes de changement du contexte stratégique pour formuler une politique d'emploi. On a économiquement des changements stratégiques importants que je vais décrire. On a sur le plan institutionnel des changements stratégiques que je vais décrire. Et on a sur le plan de l'aménagement du territoire des changements stratégiques que je vais décrire. Sur le plan économique, quel est le changement fondamental? C'est ces fameuses stratégies sectorielles, mais qui intègrent le territorial, toutes. Vous prenez le plan Maroc vert, il parle de produits du terroir. Vous prenez le plan d'accélération industrielle, il parle d'écosystème. Vous prenez la vision touristique, elle parle de pays d'accueil touristique. Donc la dimension territoriale, elle est prise en compte par les politiques sectorielles aujourd'hui, de manière directe par les opérateurs sectoriels. Sur le plan institutionnel, le grand changement, c'est la régionalisation avancée. Ça veut dire quoi, la régionalisation avancée? Je vais revenir dessus. Le projet, c'est trois choses. C'est des nouvelles compétences pour les conseils régionaux et c'est des nouvelles sources de financement à travers le fonds de mise à niveau et le fonds de solidarité. Donc là, on a des ressources mobilisables par les régions et des compétences mobilisables par les régions qui n'existaient pas lorsqu'on a, avant, ce projet de réforme. Et troisièmement, du point de vue de l'aménagement du territoire, aussi, on a des innovations majeures.
On a le recours aux agences comme méthode d'intervention. On a 3 types d'agences, au moins, si ce n'est plus. On a les agences type qui ont une vocation régionale, comme l'agence des oasis, comme la future agence de montagne. On a des agences de développement régional, monsieur de l'oriental, du nord et du sud, et on a les agences spéciales, Tanger Med, Bourg-et-Greg, etc., qui interviennent sur des problématiques beaucoup plus pointues. Donc on a une nouvelle manière d'aménager le territoire avec ces agences, et on a aussi, comme après la grande phase des investissements en infrastructure, on a aujourd'hui cette politique que j'appelle moi de développement urbain des agglomérations, dont le dernier exemple est celui de Casablanca, avec l'aménagement prévu pour un coût de 33 milliards, mais qui est une politique qui a commencé bien avant, qui a commencé par Marrakech, par Tanger, par Tétouan, et qui a comme problématique de gérer de manière intégrée les problèmes des métropoles, et qui est mise en œuvre de manière assez originale, je trouve, qui change la donne pour beaucoup de secteurs. Donc voilà, la stratégie nationale de l'emploi doit trouver sa place dans ce contexte, et par où commencer. Donc on va commencer par le projet de loi sur la région. Alors, vous ne voyez pas très bien. À gauche, j'ai essayé j'ai mis comment j'ai compris le projet. Et les gens de la DGCL, l'ENEA, ils peuvent... Moi, j'ai compris le projet de la manière suivante. C'est-à-dire, on va élire un conseil régional avec un exécutif régional, et on va le doter de 2 instruments qui vont gérer ses compétences. Le premier instrument, c'est la direction régionale. Moudiriya al-Amma. Et le deuxième instrument que va avoir le conseil régional, c'est l'agence régionale d'exécution des projets, les AREP. La direction régionale, elle sera amenée probablement à gérer les études et le contrat programme que chaque région devra établir. C'est-à-dire que le texte donne à chaque région l'obligation de faire le SRAT et le programme régional le problème, comment ils appellent ça, Barnamej Qtisadi el-Jihawi, le problème économique régional. PER. Qui va faire ce PER? Et qui va, à partir de ce PER, contractualiser avec l'État? C'est la région, mais avec quelles ressources? C'est les ressources des compétences de ces directions régionales, qui sont des fonctionnaires en fait. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Après, on a tout un ensemble de prérogatives, je vais les lire, qui sont des prérogatives d'exécution de programmes d'équipements régionaux, machines d'études. Et c'est là où interviennent les AREP. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez peut-être lire rapidement avec moi. La région exerce ses compétences dans les domaines suivants. Le développement économique, notamment l'appui aux entreprises, la promotion du tourisme, l'implantation de zones d'activité, l'aménagement de routes et de pistes, la promotion des marchés de gros, la création de zones d'activité, l'attraction de l'investissement, la promotion de l'économie sociale et des productions régionales. A dit sur le plan économique. Sur le plan de la formation professionnelle, de la formation continue et de l'emploi, c'est très limité ce qui est prévu comme compétence. C'est la création de centres régionaux pour l'emploi et le développement des compétences, la création de centres. C'est de c'est de l'infrastructure. La création de centres régionaux de formation pour l'insertion dans le marché de l'emploi, là aussi c'est de l'infrastructure. Après, on a la supervision de la formation continue pour les élus. Après, on a les prérogatives en matière de développement rural qui sont intéressantes. La promotion des activités non agricoles et la construction, l'amélioration et l'aménagement de routes non classées, qui sont des prérogatives qui sont importantes par rapport à cet objectif de développement rural. Donc voilà ce que prévoit la loi organique. Elle prévoit de doter le Conseil de compétences d'études et de compétences, je dirais, d'équipement régional, pour l'essentiel.
aménagement de routes, implantation de zones d'activité économique, création de zones d'activité, création de centres régionaux, etc. C'est plutôt de l'équipement régional qui va être réalisé par les régions, et sur le reste des compétences qu'on a vu transférer à la Catalogne au fur et à mesure, nous sommes vraiment qu'au début. Il y a, je dirais, aucune compétence soft ou de conception qui a été transférée. On pourrait penser à transférer l'apprentissage, par exemple, comme compétence. On pourrait penser à transférer d'autres compétences, mais pour le moment, ce n'est pas fait. On est vraiment dans les études et les équipements. Après, l'autre changement apporté par la loi organique, c'est la création des fonds. Elle crée 2 fonds. Le premier fonds, c'est le fonds de mise à niveau, et le deuxième fonds, c'est le fonds de solidarité. C'est les articles cités là-bas. Donc, le fonds de mise à niveau, c'est quoi? C'est un fonds qui va être alimenté par le budget général de l'État pendant une période de 12 ans, et qui a pour objectif donc d'améliorer les indicateurs de développement humain dans les régions les plus en retard, rattraper le retard en développement humain. Ça veut dire que ça va être des investissements consacrés pour l'essentiel à l'éducation, la santé et l'accessibilité. C'est de l'investissement public. D'accord? C'est des dotations qui vont aux administrations, aux établissements publics pour améliorer le niveau d'équipement des services publics. Le deuxième, c'est un fonds de solidarité qui, lui, est financé par les prélèvements sur les dotations fiscales des régions. Disons que les régions vont gérer 10% de l'IR ou 5% de l'IS. Sur cette somme-là est prélevé un 5%, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est un fonds de solidarité et qui va pour compenser les surcoûts liés à la dispersion et l'enclavement. Donc c'est surtout de l'infrastructure aussi. Après, nous avons quelque chose d'important qui est prévu dans la loi organique, c'est l'augmentation des ressources propres des collectivités locales. Je pense que dans la commission Aziman, il disait qu'on allait multiplier par 5 les ressources propres des régions, celles qui sont des dotations fiscales. Donc voilà le scénario dans lequel on est pour la régionalisation de la politique d'emploi. Maintenant, je dirais que cette politique d'emploi, il faut bien comprendre quels sont leurs objectifs. Et ils sont doubles. Il s'agit toujours d'améliorer l'occupation, l'activité, la productivité, le revenu, etc., etc. Mais il s'agit de le faire en retenant la population sur place. Donc ils ont toujours 2 types d'objectifs, des objectifs de performance et des objectifs de rétention. Et ce n'est pas facile à gérer, parce que on peut parfaitement améliorer. Quand on a vu les statistiques de la productivité du travail dans le sud du Maroc, il y a une grande partie des richesses produites dans ce sud du Maroc qui va ailleurs, qui ne reste pas dans la région, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans les mines. On a des estimations de ce type. Donc, les politiques territoriales, ce n'est pas que les performances, c'est aussi retenir les performances sur place. Et c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent. Voilà. Alors, après, j'ai fait un peu... On ne voit rien, mais je vais quand même essayer de le dire. J'ai fait un petit tour des outils d'intervention pour les États unitaires, comme le Maroc. En matière de territorialisation. Quels étaient les outils qui sont le plus utilisés de par le monde? Alors, on a l'intermédiation qui prend en compte les besoins du local, selon diverses formules. Il y a des formules dans lesquelles l'intermédiaire régional local gère des programmes qui sont nationaux et des programmes qui sont régionaux. Il a deux niveaux d'intervention. Le premier programme, c'est par exemple
les cibles sont fixées, sont les cibles de la politique nationale. Et le deuxième programme, c'est les cibles fixées par la région. Et l'opérateur d'intermédiation gère les deux. Par exemple, on peut parfaitement concevoir les délégations de l'ANPE qui, le premier programme, c'est les diplômés chômeurs, et le deuxième programme, à Ouarzazate, c'est les fermetures des mines. Parce que là-bas, c'est une problématique particulière, les mines se ferment, et on peut parfaitement comprendre qu'il y ait ces deux niveaux d'intervention par l'agent public, qui est prêt à l'ANAPE, qui est prêt à l'ANPE, ou la mais elle gère deux types de programmes, des programmes nationaux et des programmes régionaux. Il y a des modèles qui sont encore plus ouverts, dans lesquels on crée des conseils d'administration ouverts aux communes, aux partenaires locaux. Mais on voit un petit peu comment on peut améliorer les performances au niveau territorial par l'intermédiation. Deuxième type d'outils utilisés par les États unitaires, c'est la commande publique. La commande publique, c'est-à-dire utiliser les dépenses de l'État pour cibler certains groupes de sous-employés ou de chômeurs ou certains collectifs qu'on voudrait intégrer au marché du travail. Donc c'est à travers la dépense publique qu'on va cibler ces groupes. Les Français appellent ça la clause d'insertion. Que veut dire la clause d'insertion? Ça veut dire que dans le Code des marchés publics français, il est prévu deux articles. Le premier qui dit le maître d'ouvrage, il a la possibilité de lancer un marché dans lequel il y a une clause qui spécifie que 50% des gens qui travaillent là-bas doivent correspondre à ce profil, ou la 10%, ou la 20%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le marché est décidé, mais dans les clauses de sa réalisation, il y a une clause d'insertion des populations ciblées par la politique d'emploi. Au Maroc, ça existait. Ça existait de manière implicite dans les contrats, dans tous les chantiers qu'on ouvrait dans les territoires. Il fallait prendre un pourcentage des gens de l'Mawqif. Mais c'était implicite, c'est-à-dire tu viens, l'entreprise ouvre un chantier et on s'arrange pour qu'elle prenne les chômeurs locaux. Mais il n'y a pas que les chômeurs de Mawqif, on peut parfaitement cibler d'autres catégories à travers la dépense publique. L'autre procédure qu'on utilise, c'est qu'on utilise comme critère d'évaluation des offres que reçoit la commande publique, comme critère d'évaluation, le nombre de la clause sociale, c'est-à-dire sa capacité à embaucher les gens, les diplômés chômeurs, les mineurs déclassés, la cible qu'on se fixe à l'échelle territoriale comme étant une cible qui souffre de la problématique d'emploi. Donc ça c'est la commande publique locale. Malheureusement, au Maroc, elle n'est pas prévue par le Code des marchés publics et par le décret d'ILO. C'est quelque chose qui me paraît intéressant à discuter avec eux. Le troisième type d'intervention, c'est l'investissement privé, l'encouragement de l'investissement privé créateur d'emplois. Pourquoi privé? Parce qu'on a vu que le public était déjà largement doté en termes de fonds. Et pourquoi un fonds et non pas... Parce que les expériences qu'on a eues jusqu'à présent de financement par les banques, à travers des systèmes de garantie ou des systèmes de prêts concessionnels, n'ont pas été très suivis d'effet. Et le quatrième type d'intervention, c'est ce qu'on appellerait les projets intégrés. C'est-à-dire que l'emploi, comme l'a dit Madame Khil, ne dépend pas que des interventions du secteur de l'emploi. Il y a certaines préoccupations certaines circonstances dans lesquelles, pour l'emploi, dépend de la présence de transport, de logement, de crèches, de services qui sont des services qui relèvent des collectivités locales et que ces collectivités locales peuvent mener à bien. Voilà, donc ce sont les 4 types d'interventions que j'ai trouvées qui sont compatibles avec la situation que nous avons au Maroc. Donc, quel est le chemin? Le chemin, à mon avis,
il passe par élaborer un plan régional d'emploi, par intégrer ce programme dans les contrats programmes État-région, par la mise en place de ce fonds d'appui, par la territorialisation des interventions des agences et par l'accompagnement du développement des services dans les zones de création d'emplois. Je vais revenir sur ces points très rapidement. Pourquoi élaborer un plan régional d'emploi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plan régional d'emploi? Un plan régional d'emploi, ça tombe très bien après l'intervention de Mme Kriel. C'est la déclinaison des objectifs stratégiques de la SNE au niveau régional. C'est exactement ce qu'ils font. Eux, ils le font Europe, Espagne, région. Là, on va le faire Maroc, région. Donc, ce plan régional est la seule manière pour que l'emploi existe comme priorité dans la régionalisation. Si on n'est pas doté d'un plan régional d'emploi, on ne sera pas visible, l'emploi comme objectif commun ne sera pas visible dans la contractualisation qui va se passer entre l'État et les régions. L'emploi va rester uniquement une conséquence des décisions des sectoriels. Et il faut arriver au stade dans lequel on dit « cette région a un problème d'emploi et c'est pour ça qu'on fait telle politique sectorielle ». Ce n'est pas uniquement on fait telle politique sectorielle et c'est pour ça qu'on a besoin de tel profil. Il faut arriver à impacter les politiques régionales et pour ça il nous faut ces plans. Donc il faut qu'il y ait une décision relative à qui prépare ces plans et qu'est-ce que contiennent ces plans. Donc je vous rappelle, là ce que vous voyez à droite, c'est comment la loi, le projet de loi définit le programme de développement régional. Le programme de développement régional arrête pour 6 ans les actions de développement sur le territoire de la région. Le programme de développement régional doit accompagner les stratégies des politiques publiques. Donc si tu n'as pas de stratégie, tu n'existes pas. Les décliner au niveau régional et à veiller, etc., etc. Donc la condition première pour exister, c'est d'avoir cette stratégie et ce plan dans cette régionalisation qui avance. Alors, quoi? Ah oui, proposition. on pourra y revenir. C'est-à-dire que le plan régional économique, les termes de référence des LO vont être élaborés par décret. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut impacter. C'est au niveau de l'élaboration de ce décret qui définit les termes de référence de ce plan qu'il faut que la préoccupation emploi soit mise avec force. Parce qu'après, c'est trop tard. Une fois que le décret est sorti, on va encore revenir à l'emploi variable d'ajustement et non pas variable objectif. Alors là, le fonds d'appui. Le fonds d'investissement est un concept qui cherche à financer sous forme d'apport en capital des projets privés qui répondent à certains critères. C'est ça la définition générale, d'accord? Donc un fonds d'investissement, c'est un mécanisme qui finance le privé par des apports en capital selon un certain nombre de critères. C'est un outil efficace qui a fait ses preuves de par le monde. Au Maroc, on a deux expériences de territorialisation des fonds d'investissement. Le premier, c'est l'OCP, le fonds OCP Innovation. Le deuxième, c'est le fonds de l'Oriental. N'est-ce pas, Silmarine? Donc, le fonds OCP Investissement, qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux entrepreneurs qui investissent dans la région de l'OCP, dans l'écosystème de l'OCP, un soutien financier sous forme d'apport en capital. Et donc, c'est un instrument de territorialisation pour l'opérateur qui est l'OCP à travers un fonds. Alors, le fonds, il est très professionnel. Le fonds, il travaille business plan, évaluation du risque, etc. Et l'apport qui est donné à celui qui crée l'entreprise est un apport en capital qui revient au fonds.
après 4 ans ou 5 ans selon les modalités. Donc c'est un bon exemple, c'est un exemple qui marche. Il a dû financer une centaine de millions de dirhams et il permet de cibler les interventions dans la zone choisie. Et ça fonctionne toujours par appel à projet. Le deuxième, c'est le fonds de l'Oriental, qui est un mauvais exemple en termes de performance de projets financés. Et ils ont financé, je crois, au bout de 5 ans d'existence, 3 projets. Et le diagnostic est en cours de réalisation pour savoir pourquoi les performances n'ont pas suivi. Ce fonds, dans la création, avait été annoncé par le discours de Sa Majesté en 2003. Donc ces fonds, c'est un concept qui existe, qui peut être, lorsqu'il est bien géré, très, très, très efficient, et qui, pour la question de l'emploi, à mon avis, peut être développé grâce à un partenariat. Alors selon 2 méthodes. Soit on récupère le fonds de développement de l'emploi des jeunes, soit on s'intéresse à la création d'un fonds avec un apport spécifique du fonds Hassan. Je terminerai par la proposition que j'ai avancée tout à l'heure sur la commande publique locale comme étant un moyen pour créer de l'emploi ciblé sur les catégories qu'on juge, vis-à-vis desquelles on a un objectif d'insertion. C'est quelque chose qui au Maroc peut être réalisé à condition d'amender le décret sur... Parce qu'aujourd'hui, le décret sur les marchés publics prévoit comme critère la protection de l'environnement et les énergies renouvelables en termes de développement durable, mais pas les insertions sociales. Donc là, il faut réviser un peu le code, en tout cas le décret d'application d'IA. Après, la territorialisation des interventions de l'ANAPEC, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est doter les programmes de l'ANAPEC d'un deuxième chapitre. Il y a le chapitre de la mise en œuvre des politiques nationales, et il y aurait un deuxième chapitre qui est la mise en œuvre des politiques décidées au niveau régional sous forme de conventions et prévoir, si c'est nécessaire, des délégations de services publics pour ce faire. Et là, ce que je propose, c'est de lancer 2 projets pilotes, mais je crois que c'est déjà fait dans certaines régions, notamment à Tanger, où il y a des conventions entre l'INDH, l'industrie et l'ANAPEC. Donc, je répète le chemin que je propose pour que l'emploi s'insère dans ce chantier de la régionalisation. Il faut élaborer un plan régional d'emploi, l'intégrer dans le contrat programme, mettre en place les fonds d'appui aux initiatives locales, territorialiser les interventions de l'ANAPEC à travers des conventions et accompagner le développement des services dans les zones de création d'emplois en matière de crèche, en matière de logement, en matière de transport. Et je vous remercie.